Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, qui, dans son infinie miséricorde, nous envoie en permanence de bons esprits, des guides spirituels, des anges gardiens, des missionnaires pour nous aider, pour nous assister dans ce travail qui permet à notre âme d'évoluer vers le bonheur. Nous le remercions infiniment pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'être réunis pour étudier ces aspects de la philosophie spirit, que nous puissions bien comprendre ces questions, ces thèmes. À partir de la compréhension, nous puissions également nous rendre compte de notre meilleur chemin, y adhérer pour pouvoir travailler, avancer, et aussi pour que aider nos proches dans le même sens, y compris les esprits qui pourraient être avec nous ce matin. Voilà. Alors, donc on a vu l'introduction. Vous devez voir normalement mon écran avec le programme. Oui. Donc on a vu l'introduction, on a vu Dieu, hein, donc c'est un des points fondamentaux. Kardec commence par cette notion de Dieu, qui est une notion assez abstraite, un peu complexe, philosophique, etc., mais que les esprits nous ont aidés à comprendre un peu mieux, hein. C'est pas le petit bonhomme sur le nuage, c'est pas le Dieu anthropomorphe, c'est comment dire, l'intelligence suprême est la cause première de toute chose, hein, dont les preuves de l'existence de Dieu viennent justement de cette loi de causalité, hein. Tout ce qui n'a pas été créé par l'homme a bien été créé par quelque chose, et c'est ce quelque chose qu'on appelle Dieu. Hein, on parle, j'ai encore écouté récemment, alors je ne sais pas si c'est, ouais, j'ai écouté une conférence de Philippe Guillemont ou une autre source qui parle justement du Big Bang. Et en ce moment, il y a des scientifiques qui remettent un peu en cause le Big Bang en disant que plutôt que d'être une explosion qui est partie de rien, c'était comme une espèce d'implosion ou un passage par un tunnel. Vous savez, les wormholes, alors les wormholes, c'est au niveau microscopique, mais les scientifiques pensent maintenant de plus en plus que les trous noirs, hein, ce sont des passages vers des univers parallèles, hein, comme ils disent. Et donc, ce qu'on appelle le Big Bang serait en fait une espèce de passage par un trou noir ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, comme une espèce de compression avant d'avoir une nouvelle expansion. Bon, à mon avis, ils ne sont pas au bout, hein. Ça risque encore de changer plusieurs fois avant d'arriver vraiment à un certain degré de certitude. Mais bon, comme on l'a vu, toutes ces choses-là, hein, c'est quand on regarde les milliards de galaxies, rien que la Voie lactée, qui est celle dans laquelle on est, il y a, je crois, 250 milliards de systèmes solaires comme le nôtre, autour duquel gravitent je ne sais combien de planètes. Donc voilà. Et nous, on est sur la Terre, une toute petite planète autour d'une toute petite étoile qui est le Soleil. Donc, quand on voit cette grandeur de l'univers, on se dit bien, bon, ben, il doit y avoir quelque chose de fort à la cause de tout ça. Et puis, en fait, ben, c'est ça, c'est cette cause qu'on appelle Dieu. Voilà. On a vu aussi les attributs de la divinité. Donc, si Dieu existe, il doit être éternel, hein, immuable, immatériel, omniprésent, omniscient et infiniment juste et bon, entre autres, hein. Parce qu'on a vu les raisonnements la dernière fois, s'il n'était pas éternel, par exemple, bon, ben, il aurait été créé par quelque chose, et donc ce serait ce quelque chose qui serait Dieu et non pas ce qui a été créé par Dieu. Voyez. Donc par ces raisonnements-là, on arrive à déterminer les attributs, mais on ne peut pas aller plus loin, hein. La nature intime de Dieu, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore les moyens de concevoir, on n'a pas encore l'intelligence pour pouvoir le comprendre. Voilà, il faut être patient. Le spiritisme ne répond pas à tout, mais il répond au moins à ce qu'on a déjà aujourd'hui les moyens de comprendre. Et Charlie, oui, je oui, m'excuse, Gilles.
j'ai une remarque personnelle à faire. C'est Oui, intéressant comment on doit se détacher de nos atavismes, né, qu'on dit, né? oui, Je, vais- je suis, j'étais catholique, né? Et le fait de tu dire quelque chose, ça me donne, ça, entre guillemets, ça me dérange, né? C'est mhm, c'est un code d'atavisme. C'est comme si Dieu, c'est quelque chose de loin. C'est pas, né? Le nom, c'est intéressant ce que je viens de sentir, né? oui, Le processus que je dois faire de détachement encore, de mettre ça, né? Le nom, c'est comme tu es en train de valoriser quelque chose qui est sublime. Tu vois, c'est pas une oui. reproche, mais c'est une remarque personnelle, né? Processus d'apprentissage, de détachement, né? Eff- Aussi. Effectivement, hein, bon, bah, moi aussi j'ai commencé catholique. Bon, je me suis distancié assez jeune quand même parce que quand je commençais à poser des questions, ben, d'un coup il n'y avait plus de réponses. Ou alors que les réponses n'étaient pas du tout satisfaisantes, et c'est là où ben, je suis devenu plutôt indifférent, quoi. Donc moi, j'ai eu cette chance de passer par cette phase de sortir de cet atavisme, hein, de m'en éloigner naturellement, avant de trouver, dans le livre des esprits notamment, des réponses beaucoup plus claires, beaucoup plus de réponses beaucoup plus claires, beaucoup plus logiques, aux questions que je me posais, hein. Donc, mais c'est sûr, moi, le livre qui m'a vraiment coupé de tous ces atavismes, c'est Le ciel et l'enfer, la première partie. C'est, en fait, cette première partie, elle est écrite pour des anciens catholiques ou chrétiens, hein. Et Kardec prend tous les items, les dogmes, un par un, en démontrant qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens, hein, que le diable n'existe pas, que les anges ne sont pas des créatures à part, que même s'il y avait des créatures à part, ce serait une contradiction avec l'infinie intelligence de Dieu que de créer quelque chose d'imparfait qui peut se déchoir et devenir un démon, qui a presque autant de pouvoir que lui. Enfin bref, il met toutes ces choses-là au clair, le purgatoire, l'enfer, le paradis, en montrant que qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui fait pas sens dans toutes ces choses-là. Et ça m'a vraiment énormément aidé à me défaire de ces atavismes, hein, enfin de l'éducation que j'avais reçue dans ce sens, quoi. Et donc aujourd'hui, on va voir ben, l'étape suivante, hein, c'est avant de parler de spiritisme, avant de parler de médiumnité, avant de parler de réincarnation à qui que ce soit, il faut déjà que la personne à qui vous vous adressez soit convaincue qu'elle a une âme. D'accord? C'est pour ça que le module suivant, c'est existence et survie de l'esprit, hein. Et aujourd'hui, donc, on va voir les preuves de l'existence et de la survie de l'esprit. En fait, c'est effectivement par là qu'il faut commencer, quoi, parce que une personne qui ne croit pas avoir un esprit en elle, hein, ou ne croit pas avoir une âme, ça ne sert à rien de lui parler de médiumnité ou de réincarnation, il y croira encore moins, hein, on est bien d'accord. Donc c'est vraiment dans la méthode, voilà, c'est par là où il faut commencer, par le commencement. Et ça, c'est quelque chose, quand vous avez une personne qui vient vous voir et qui vous pose des questions, hein, faut déjà voir où elle en est, hein. Est-ce qu'elle croit que, par exemple, il y a quelque chose qui continue après la mort du corps physique, hein? Et si elle dit non, une fois quand on est mort, tout est fini, il n'y a plus rien, ben, il faut commencer déjà par lui prouver, non pas que les âmes survivent, mais que la personne, elle a en elle-même une âme, hein. De dire, regarde, observe-toi, est-ce que tu penses que ta conscience, ce que tu es, est-ce que c'est vraiment un produit du cerveau, comme le disent comme l'insinuent les matérialistes, hein, ou est-ce que tu ne penses pas que en toi, il y a quelque chose d'autre qui transcende la matière, hein, et qui peut expliquer toute une série de phénomènes qu'on va voir aujourd'hui, hein, qui sont pas ou difficilement explicables par la matière. D'accord? Voilà. Et donc, le spiritisme, lui, il est spiritualiste, c'est-à-dire qu'il croit en la dualité, hein, c'est-à-dire il y a la matière, le corps, mais il y a aussi l'âme qui est d'une nature différente et indépendante
de la matière et qui sont unis pendant l'incarnation, pendant la vie sur Terre. Donc, l'âme, c'est un des principes fondamentaux du spiritisme aussi. Et en plus, que l'âme conserve son individualité après la mort. D'accord? C'est-à-dire que vous avez d'autres doctrines qui disent, oui, mais l'âme, c'est comme une goutte qui retourne dans l'océan. C'est-à-dire que l'individualité, elle disparaît, elle se dissout. Ça revient pratiquement au même que le matérialisme. D'accord? Si on a une âme et qu'après la mort, cette âme, la goutte retourne dans l'océan, ben, il reste plus rien il restera plus rien de moi ou de vous ou de personne après la mort. Hein. Or, c'est pas ce qu'on constate. Hein, quand les esprits viennent se communiquer, ben, on constate qu'ils ont survécu et qu'ils ont conservé leur intelligence, leur bonté, leurs défauts, leurs manies, leurs habitudes, voire même leur agressivité, leur haine, leur rancœur. L'individualité se conserve après la mort. Hein. C'est ce que c'est ce qu'on peut constater, notamment par les phénomènes médiumniques, hein, qui sont un des éléments de preuve de l'existence de l'âme. Et donc, la première catégorie de preuves qu'il nous donne, alors vous voyez, c'est dans les œuvres posthumes, l'existence de l'âme est prouvée par les actes intelligents de l'homme, qui doivent avoir une cause intelligente et non une cause inerte. Parce que, bon, vous prenez, on est composé de matière. Hein. Cette matière, c'est de la matière organique, certes, mais, comme d'ailleurs les plantes, les arbres, tout ce qui vit est composé de matière organique. Et vous avez aussi la matière inerte, par exemple la roche, les cailloux, l'eau. Donc c'est de la matière pure. Est-ce que dans la matière pure existe une intelligence? C'est pas ce qu'on voit. Hein. Dans l'être humain, il existe des actes intelligents, il y a une intelligence. Et donc, est-ce que cette intelligence peut venir de cette matière qui est composée d'atomes qui se combinent en molécules, les atomes du tableau de Mendeleïev, hein, qui se combinent en molécules. Et voilà, comment est-ce que l'intelligence peut ressortir de la matière brute, quoi, hein, de la matière qui en soi est inerte. Ça n'a pas de sens. Hein. L'intelligence réside bien ailleurs que dans cette matière. Son indépendance de la matière est démontrée d'une manière patente par les phénomènes spirites qui la montrent agissant par elle-même. Voilà. Les phénomènes spirites, donc on verra dans la suite. Hein. C'est donc la médiumnité, c'est les matérialisations, c'est le somnambulisme. Et maintenant, il y a un nouveau phénomène, enfin un phénomène qui existe depuis longtemps, mais qui se multiplie et qui est vraiment passé à la mode, qui, à mon sens, est une des meilleures preuves. C'est quelque chose qui a été organisé par le monde spirituel, quoi. Hein. Une des meilleures preuves qu'on a bien une âme, ce sont les expériences de mort imminente. Hein. Je pense que vous en avez tous déjà entendu parler. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir des milliers, des dizaines de milliers de témoignages. Alors bon, on peut toujours dire, ouais, il y en a un qui a copié sur l'autre, il a écouté, après il a inventé son histoire, bon, peut-être. Mais à l'époque de Raymond Moody, dans les années 70, hein, quand il a observé différents patients dans l'hôpital où il travaillait et qu'il leur a posé des questions, que les gens ont commencé spontanément à décrire des expériences qu'ils avaient vécues au moment de leur arrêt cardiaque ou au moment où leur corps ne fonctionnait plus. Et après avoir écouté plusieurs dizaines de personnes qui disaient pratiquement la même chose, enfin des choses tout à fait compatibles entre elles, alors que ces personnes-là ne connaissaient pas, il n'y avait pas encore à cette époque-là de livres sur les EMI. Là, c'est plus difficile à démonter, de dire, oui, bah, et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet non plus. Il n'y avait pas de livres sur le sujet. C'était beaucoup plus difficile à l'époque de dire qu'il y en a un qui a copié sur l'autre. Donc ça, c'est une des grandes contributions qu'a amené le docteur Raymond Moody, hein, pour, comment dire, faire remonter à la surface ce genre de témoignages et de phénomènes qui, évidemment, se multiplient de par les progrès de la médecine. Il y a 50 ans ou il y a 100 ans,
quand on avait un arrêt cardiaque, 99 fois sur 100, on mourait. Hein. Il n'y avait pas les techniques de réanimation qu'on avait aujourd'hui. Malgré ça, quand vous allez dans les vieilles revues Spirit, enfin les journaux et tout, de temps en temps, vous voyez un témoignage qui correspond tout à fait, alors c'est assez rare à trouver, mais on en trouve, qui correspond tout à fait au témoignage qu'on a aujourd'hui. Donc là, à nouveau, ça prouve que ce phénomène-là, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais qu'il existe depuis que la nature existe, en gros, quoi. Hein. Alors, un tout petit mot. J'ai encore quelques petites difficultés d'adaptation entre le temps plus humide au Portugal et le temps plus sec d'ici. Mais bon, ça va se faire. Voilà. Et donc, il y a aussi les EMI. Hein, c'est, à mon sens, on devrait plus communiquer sur les expériences de mort imminente au sein du mouvement Spirit, parce que, à mon sens, c'est vraiment la meilleure preuve. On peut difficilement imaginer mieux. Le corps ne fonctionne plus. Hein. Il y a des appareils qu'on peut brancher pour voir que l'électrocardiogramme est plat. Quand il n'y a plus d'irrigation du cerveau, au bout de quelques secondes, il n'y a plus rien qui fonctionne dans le cerveau. Hein. Et donc, ça dure quelques minutes au maximum, hein, une dizaine de minutes, et on réanime la personne. Et cette personne, quand elle revient, elle apporte un témoignage, mais pour elle, ça a duré plusieurs jours, quoi. Hein, c'était pas uniquement quelques minutes, quoi. Et elle a vu des choses absolument extraordinaires. Donc, un passage de tunnel, hein, c'est les différentes phases que Raymond Moody rapporte. Ensuite, le fait de rencontrer des êtres de lumière, de rencontrer parfois des parents défunts, déjà avant de passer le tunnel, de se voir avoir une expérience hors du corps, quoi. C'est-à-dire que la personne, si elle était au plafond, elle voyait son corps en bas, elle perçoit les conversations entre les chirurgiens et les médecins et le personnel qui sont à cet endroit-là, hein, alors que, encore une fois, le cerveau ne fonctionne plus. Donc, l'oreille vibre peut-être, mais le cerveau n'arrive plus à processer, et encore moins à mémoriser tout cela, puisqu'il ne fonctionne plus. Et pourtant, la personne se rappelle très bien de ce qu'ils ont dit et qui est vrai. Hein. Parfois, ces personnes disent aussi, je suis sorti, je suis allé dans la pièce à côté, et dans la pièce à côté, il y avait telle et telle chose, ou telle et telle personne qui arrive à décrire des choses qui sont dans une pièce à côté. Alors, le corps ne fonctionne plus, en plus, il faut voir à travers les murs, le corps devrait voir à travers les murs. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Et en plus, bien sûr, quand ces choses que la personne a décrites de la pièce à côté sont vraies, et qu'elle n'a bien sûr pas pu voir ce qu'il y avait dans cette pièce à côté. Et je crois que c'est Pim van Lommel qui rapporte le cas de la personne qui était passée par un arrêt cardiaque, enfin par une expérience de mort imminente, et à qui on avait perdu le dentier. Hein. Et il était déjà donc dans la chambre de réanimation ou dans sa chambre à l'hôpital au moment où il y a une infirmière qui rentre. Et quand cette infirmière rentre, il lui dit: «Tiens, mais je vous reconnais, vous. C'est vous qui m'avez enlevé mon dentier et puis vous l'avez mis dans un tiroir vous savez, ces espèces d'étagères à roulettes qu'ils ont à ces endroits-là, vous l'avez mis là-dedans.» Puis elle est allée voir, effectivement, ils ont retrouvé le dentier à l'endroit qu'il avait dit. Hein. Donc, toutes ces choses-là se sont produites alors que le corps ne fonctionnait plus. Hein. Donc, ce n'était pas les sens normaux du corps qui ont permis de percevoir tout ça et de mémoriser tout ça. Donc, c'est une des meilleures preuves, justement, qu'on a une existence de l'âme. Et donc, après, vous avez toutes les études complémentaires hein, qui sont faites. Il y a le docteur Eben Alexander, hein, c'est un cas fameux. Alors, lui, il avait une méningite grave. Il était neurochirurgien, donc il s'y connaît en cerveau, en neurones, etc. Hein. Et donc, il avait une méningite grave qui a été attestée par des examens d'imagerie médicale, des IRM ou autres, que le cerveau était complètement inopérant, quoi. Hein. Et que, en plus, chez lui, ça a duré plusieurs jours, cet état de mort clinique, entre guillemets, quoi.
Et donc, quand il est revenu à lui-même a eu cette expérience de mort imminente. Et donc, en tant que neurochirurgien, quand il a analysé l'état dans lequel il était, quand il a eu toutes ces expériences, il a dit, ben, la conscience ne peut pas, en majuscule, être le produit du cerveau. Et le docteur Pim van Lommel, c'est un autre, vous trouverez, alors ces livres, ils existent, c'est des best-sellers vendus, traduits en français depuis longtemps. Pim van Lommel, c'est pareil, il a fait des études, notamment ce cas du dentier, le cas du dentier, mais en plus, il a complété son étude par une évaluation psychologique de la personne avant son EMI et après son EMI, en montrant que la personne, elle a complètement changé. Elle avait peur de la mort, elle n'a plus peur de la mort. Elle était orientée vers les choses matérielles, après elle était complètement orientée vers les choses spirituelles. Donc il y a des changements psychologiques significatifs. Ça, on peut l'observer. On peut l'observer, même si on ne peut pas vérifier ce que le témoignage proprement dit. Le témoignage reste subjectif parce que la personne dit oui, j'ai vu un tel, j'ai vu une telle, j'ai vu telle chose. Bon, des fois, on peut vérifier quand c'est des choses objectives, mais la plupart du temps, c'est subjectif. On ne peut pas vérifier ce que la personne dit. Ce qu'on peut vérifier, c'est que plusieurs personnes indépendamment disent la même chose. Et ensuite, ce qu'on peut mesurer aussi, dans une certaine mesure, c'est le changement psychologique qui s'est produit chez la personne. Magali? Oui, bonjour. Je trouve intéressant ce que vous êtes en train d'expliquer sur les changements. Moi, récemment, ma maman m'a confié, en fait, elle avait eu une opération il y a quelques années d'appendicite qui avait été un peu compliquée et elle était terrorisée à l'idée de retourner à l'hôpital. Donc, je savais qu'elle avait cette très mauvaise expérience de l'hôpital, comme beaucoup de gens. Et il y a peu de temps, enfin, je lui ai posé des questions, elle m'a expliqué, et en fait, elle a vécu une EMI. Et ben, en gros, elle est partie, elle a entendu les chirurgiens faire des remarques pas très sympas sur elle, visiblement sur son physique, etc. Et puis elle est revenue. Mais par contre, elle est terrorisée. Elle a vraiment maintenant, elle veut plus aller à l'hôpital. Elle me dit que si elle est malade ou qu'elle doit avoir une opération, ben, elle la refuse parce que cette expérience l'a choquée. Alors, j'en ai parlé avec elle, j'ai mis des mots sur ce qu'elle avait vécu et, elle a déjà lu le livre des esprits, enfin, elle sait pas mal de choses, mais elle est bloquée dans cette peur. Donc, je sais pas trop comment l'aider à, à dépasser ça. Alors ça, c'est difficile, quoi. Là, faudrait, comment dire, euh, l'idéal pour ce cas-là, c'est un psychologue spiritualiste. Ah ouais. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, qui pourrait, parce que pour voir un peu tous ces mécanismes de peur et de blocage, bon, bah, c'est la psychologie ou la psychiatrie qui permettent au mieux de les détecter. Maintenant, s'ils sont liés à des choses spiritualistes, le psychologue et le psychiatre matérialiste, alors il arrivera peut-être quand même à aider, mais pas aussi bien que quelqu'un qui a une vision plus complète avec l'aspect spiritualiste, justement. Mais vous en connaissez? Il y a vraiment des psychologues qui ont ce titre de psychologue spiritualiste? Alors, non, je connais une pédopsychiatre qui est ouverte à cela. Après, il y a, je pense qu'il commence à en avoir. J'en connaissais une qui était à Berne, en Suisse, mais qui est retournée au D'accord. Brésil. Par contre, au Brésil, ça, il y en a plein. Ah oui, Il y en a plein. Ensuite, si vous cherchez il faut plutôt chercher la psychologie un peu plus ouverte au spiritualisme, qui est par exemple la psychologie jungienne. d'accord. Donc là, ça permet effectivement de trouver. Alors après, bon, vous avez quand même fait ce qu'il fallait, de dire, parce que bon, euh, alors c'est là où on voit aussi la responsabilité des médecins, quoi. Les commentaires Oui, désobligeants, je dis, oh, pardon, bah, elle est endormie, là, elle n'entend rien, tu parles. Mm. Une personne qui est dans le coma, pardon. ah non, la personne dans le coma, elle est là, elle entend tout ce qu'on dit. Mm. hein.
Donc, Pardon? c'est là où il faut être très, très... Enfin, que les médecins aussi se réveillent hein, pour s'abstenir de ce genre de choses, quoi. Hein. Pardon, Charles Oui, et vous tous. Je connais ma psychologue, elle a beaucoup de connaissances, en fait, elle est spirit, et c'est quelqu'un qui ne voyage pas dans ces domaines, hein, parce qu'il y a aussi, même dans le Brésil, il y a beaucoup qui voyagent, hein, qui vont plus aller, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Non, elle est centrée, elle est même professeure à Paris, et je peux lui demander, je ne sais pas la ligne qu'elle a fait, si ça vous intéresse, parce qu'elle peut travailler en ligne, hein. Si vous voulez, je peux m'y renseigner. Hein. Ah oui, je veux bien, oui. Oui, prenez Merci. mon numéro il, derrière. Hein. il faut qu'elle Par parle contre, français. oui, Oui, il faut qu'elle parle français, oui. oui, 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 avec mon accent. Hein. C'est un peu brésilien, hein, la brésilien. Mais Mhm. je peux lui demander hein, si elle, et je vous parle la semaine prochaine. Sinon, je parle à Charlie. D'accord. Ça, c'est très important ce que Charlie entendait parler, parce que j'avais même une fois pensé en fait des régressions, et elle m'a conseillé non. Parce que c'est quelque chose de dangereux. Si elle m'a averti vraiment, parce qu'elle a beaucoup traité des gens qui ont fait des régressions et ils ont resté dans la vie passée. Et pour s'en sortir là, Ouais. c'est difficile. Il faut être Non, très, c'est très, ça. oui. C'est vrai que les thérapies régressives c'est pas à faire par n'importe qui. On peut effectivement faire de sorte que la personne, donc par l'hypnose ou par le magnétisme, hein, revienne dans sa vie passée et puis aide à découvrir un traumatisme qui s'est produit dans le passé. Mais après, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce traumatisme. Hein. C'est comme dans le cas de votre maman, Magali, quoi. Elle a été traumatisée par ce qu'elle a vu, ce qu'elle a perçu quand elle était à l'hôpital. Alors, c'était peut-être les commentaires désobligeants des médecins, mais c'était aussi le fait de voir les bistouris couper, ouvrir. Tout le monde n'est pas, comment dire, ça peut choquer de voir ce genre de choses. Et donc, à partir de ce traumatisme, justement, il faut, dans le présent, que le psychologue ou celui qui fait des thérapies, comment dire, des thérapies régressives, il sache quoi faire avec le traumatisme dans le présent pour l'effacer. Voyez? Parce qu'aller dans le passé, découvrir des traumatismes et rien faire avec, ça peut nous traumatiser encore plus, on est bien d'accord. Oui, oui. Hein. Donc, c'est effectivement un des dangers de ce genre de thérapie. Il faut vraiment que ce soit fait par des gens qui sont compétents, quoi, qui savent quoi faire et comment justement travailler ces traumatismes. Et là, on est dans la psychologie ou dans la psychiatrie. Mais si possible, spiritualiste, parce que les psychiatres, la plupart du temps, enfin beaucoup d'entre eux, donnent des médicaments qui nous assomment un peu hein, et qui font disparaître les traumatismes, qui dissolvent les traumatismes en nous assommant. Alors, ça fonctionne des fois, heureusement, hein, mais le mieux, c'est quand même d'aller à la source et de travailler justement avec la personne pour effacer ou atténuer l'effet de ce traumatisme. Delphine? Oui, Magali, peut-être que ta maman devrait rencontrer d'autres personnes qui ont fait une EMI. Il y a peut-être une association, regardez sur Internet, et peut-être que pouvoir converser avec d'autres personnes qui ont vécu ce type d'événement, peut-être que ça va la rassurer, peut-être qu'il y aura justement un petit déclic et qui va faire que elle n'aura peut-être plus peur. Faudrait voir sur Internet, je sais pas, hein, c'est une proposition, je sais pas si ça existe. C'est Ouais, une bonne ou idée, oui. lui faire lire le livre de Raymond Moody ou un autre plus récent. C'est Voilà. Raymond Moody, il s'appelle? Moody. Ah oui, j'avais marqué Rudy, j'aurais pas trouvé. Il M-O-O. a écrit il a écrit pas mal de livres, L'épreuve de la vie après la vie. Apparemment, il y a pas mal de livres qui sont très intéressants et qui sont très connus justement par lui. Voilà. D'accord. Et là, Charles, vous, parmi ces livres, vous nous conseillez plutôt lequel? Ah ben, La vie après la vie, le premier qu'il a écrit, par exemple, est déjà pas mal, D'accord. quoi. Hein, parce que
il montre qu'en fait, elle comprendra en le lisant que ce qu'elle a vécu, bah, c'est quelque chose de tout à fait naturel, quoi. Hein, Mmh. voilà. Mais enfin, ma maman, elle me perturbe, elle me déstabilise parce que elle a lu énormément de choses, elle sait beaucoup de choses, mais quand il faut les appliquer à elle-même, elle perd pied et elle n'arrive pas elle arrive pas à, comment dire, à intégrer ces notions théoriques qu'elle a lues et elle panique. Enfin, il y a Ouais, beaucoup ouais, ouais. d'anxiété en fait. Elle n'arrive pas à surmonter le blocage, quoi. Ouais. Et ça, ben, il faut quelqu'un qui s'y connaisse, quoi, un psy, typiquement, Mm, qui mm. arrive qui puisse travailler pour l'aider à surmonter ces blocages. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais de rien, Ça va l'aider, ça va m'aider aussi. Je vais le lire aussi. de Merci. rien. Enfin, tout ça, hein, même le cas de votre maman, prouve que votre maman a une âme. Hein. Oui. Si elle n'avait pas d'âme, ces choses-là ne se seraient pas produites. Hein. L'être humain, c'est un être bio, socio, psycho-spirituel. Ce n'est pas uniquement un être biologique. Hein. Il y a L'homme intégral de Divaldo, c'est un livre qui est assez intéressant aussi, qui montre justement cet aspect multifacette de l'être humain. Et c'est sûr que si on veut d'un côté, notre âme, comme le dit Léon Denis, elle a des puissances, les puissances de l'âme. Alors on verra, on va rentrer maintenant un peu dans le détail des différents phénomènes, mais dans les puissances de l'âme, vous avez l'inspiration, vous avez l'intuition, vous avez la voix de la conscience, vous avez le sommeil naturel avec les rêves. Hein. Tout ça, ce sont des phénomènes tout simples, mais qu'on ne peut pas expliquer uniquement avec la matière. Hein. C'est des phénomènes qui s'expliquent beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, justement par l'existence de l'âme et cette communicabilité de notre âme avec les autres âmes. Il y a aussi des choses toutes simples comme l'effet placebo. Tout le monde est convaincu que l'effet placebo existe, hein, que ça fonctionne. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Hein? C'est bien l'influence de l'âme sur la matière, sur le corps physique. Hein? C'est l'explication qu'en donnent les spirites. Hein? Est-ce qu'il en existe d'autres purement matérialistes qui sont meilleurs que celles-ci? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers d'études publiées dans des revues scientifiques qui parlent des effets de la religiosité ou de la spiritualité sur la santé ou sur les patients en phase terminale. Ou, voilà. Il y a des dizaines de milliers d'études scientifiques qui ont été faites sur ces sujets-là. Hein. Donc, on y arrive tout doucement, quoi. Je me rappelle encore de Rupert Sheldrake, hein, c'est un Anglais qui avait fait une conférence aussi dans un congrès médecine et spiritualité, que vous trouverez d'ailleurs sur la chaîne YouTube du LMSF, hein, Médecine et Spiritualité. Il y a un lien qui vous amène vers cette conférence de Rupert Sheldrake, qui est traduite en français, hein, en audio, et donc où il montre un livre, hein, qui était un recueil, parce qu'après, une fois que vous avez plein d'études sur un sujet, vous avez les études transverses qui reprennent toutes les études sur un sujet donné, et puis pour montrer justement les points en commun entre toutes ces études et tout. Et il montrait un livre épais qui faisait des milliers de pages, qui rassemblait quelques-unes de ces études qui ont été faites sur ces sujets-là. Donc voilà. Et je pense qu'un des points qui bloque encore, c'est que aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrive à déconnecter la spiritualité de la religion. Hein, parce que les médecins ont peur de la religion ou n'aiment pas la religion. Et voilà, moi, en tant que spirit, j'ai plus peur de la religion parce que je sais qui ils sont, je sais ce qu'ils font, je sais quelles sont leurs limites, je sais quels sont aussi leurs bons côtés. Hein. Mais je fais une grande différence entre la spiritualité et la religion. Quand vous regardez le concept de l'intelligence spirituelle, alors j'ai regardé encore une fois sur Wikipédia, malheureusement, c'est pas en français, c'est en anglais, mais bon, on arrive avec Google et tout, enfin avec les navigateurs à les traduire, où ils disent clairement l'intelligence spirituelle n'est pas liée à la religion. Vous avez des religieux qui ont une intelligence spirituelle très basse et vous avez des athées qui ont une intelligence spirituelle très élevée. Voyez? Et donc,
quand j'étais encore récemment à voir le site des défenseurs de la laïcité en France, eh ben, ce qu'ils écrivent, c'est faux, parce qu'ils utilisent le mot spirituel ou spiritualité comme le mot religion ou religieux. Oui, et ça, c'est faux. C'est ça qu'il faut casser. Et à partir du moment où, et c'est ce qui se fait tout doucement dans ces études sur l'influence de la spiritualité sur la santé, par exemple, se font dans un cadre totalement en dehors des religions. Hein. Et c'est ça qui éliminera ce blocage, parce qu'effectivement, les religions traditionnelles, avec leur hiérarchie sacerdotale, leurs dogmes, leur position dogmatique souvent irrationnelle, tous les travers qui ont été commis encore récemment, on a vu le cas de Betaram, voilà, bon ben, il faut absolument séparer les deux, d'accord? Et dans la spiritualité, montrer justement un nouveau pan de la nature et la richesse, comment, en fait, c'est la prise en compte de ce paradigme spirituel qui fera vraiment faire un grand bond de progrès de la médecine. Franck? Oui, bonjour Charles. Oui, à ce Bonjour. sujet, c'est vrai que dans le comment dire, dans son livre Qu'est-ce que le spiritisme, Alan Kardec, dans son dialogue avec les différents personnages, et en particulier avec le prêtre, dit bien qu'en fait le spiritisme se détache un petit peu de toute religion, de toute confession. Quand il dit en fait le spiritisme prouve une chose, c'est que nous ne sommes pas athées, mais nous ne sommes pas religionnaires. Bon, c'est dans le terme de l'époque. Et on reste sur un point de vue, sur une position morale, philosophique, d'ailleurs qui est repris dans un texte que j'aime beaucoup dans les œuvres posthumes, qui est la profession de foi, spirit, raisonnement. Oui. En 3 chapitres, hein, Dieu, l'âme et puis la création, je crois. Et et je trouve que ça, c'est bien. Parce que si l'on fait entrer la religion, si on fait réentrer la religion, on est une fois de plus dans quelque chose de dogmatique. Et au même titre que la science, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis très prudent avec tous les bouquins qui sortent et qui convoquent la science pour prouver l'existence de l'âme ou des choses comme ça. Bon, la science est extrêmement dogmatique dans sa manière de raisonner. Et on parlait des rêves, par exemple, tout à l'heure. Les rêves, en fait, sur un plan scientifique, sont expliqués d'une manière purement électrochimique, hein, au niveau du cortex. Pendant les phases de sommeil paradoxal, c'est enregistré dans les salles de EEG, en polygraphie, en polysomnographie. Bon, les scientifiques disent non, en fait, ça ne prouve rien du tout, hein, si ce n'est que le cortex continue de travailler la nuit, quoi. Et donc, après, voilà, il faut faire attention, quoi, C'est vrai, parce qu'ils vont pas faire le pas comme ça. Hein, Non. dans le rêve, effectivement, ils vont montrer les différentes phases du sommeil. Hein. Là, il y a la médecine du sommeil maintenant qui a fait d'énormes progrès. Mais donc, ils vont voir les réactions du cerveau qui se produisent au niveau du cerveau, hein, mais en prenant l'effet pour la cause, tu vois? C'est-à-dire, Oui, ces réactions au niveau du cerveau ne sont pas causées par le cerveau, mais sont causées par l'âme, l'activité de l'âme pendant le sommeil qui se reflète d'une certaine manière sur le cerveau. Et eux, ils observent le cerveau, ils disent: «Ah ben, c'est le cerveau qui bouge, c'est pas l'âme qui fait bouger le cerveau». C'est un peu tout à fait. comme, tu écoutes une radio, hein, tu dis: «Bah, voilà, bah, c'est tu vois, le haut-parleur de la radio, c'est la radio qui contient l'émission. C'est pas un studio je ne sais où avec des intervenants qui», hein, on confond l'effet avec la cause, hein. Bien sûr. Heu Et, et le dogmatisme de la science, c'est le principal dogme de la science, c'est le matérialisme, c'est-à-dire rien n'existe en dehors de la matière, et le déterminisme, c'est-à-dire pas de libre arbitre. Hein, ça c'est, alors, il y en a d'autres. Hein, Philippe Guillemont, il explique ces choses-là mieux que moi. Hein. après, c'est un qui est dicté aussi par par l'ordre
j'allais dire l'ordre des médecins. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai discuté avec un psychiatre qui était extrêmement intéressé par tout ce qui est phénomènes paranormaux, choses comme ça. Et franchement, ça a été une discussion très, très, très spontanée. Et en fait, il se trouvait que je lui ai parlé aussi de mon intérêt pour la chose, de mes expériences que j'ai pu faire en TCI, par exemple. Et à un moment donné, ce médecin m'a dit, mais oui, je pense qu'effectivement, il y a énormément de réalités du domaine spirituel, mais moi, en tant que médecin exerçant dans un établissement public, je suis soumis à l'ordre des médecins, et si je commence à aborder ces sujets, il se fait complètement éjecter, quoi. Comme Donc, Charbonnier s'est fait éjecter, et puis d'autres certainement aussi, quoi. le professeur Chauvin disait que lui, il a pu commencer à parler de tout ça une fois qu'il était à la retraite, hein, C'est donc ça. plus rien. Bon, C'est bah, c'est ça. faire avec, Non, malheureusement. mais c'est bon. Alors, en fait, ça explique un certain nombre de ces blocages, hein, de pourquoi ce dogme il résiste autant que ça. Mais le fait qu'il y ait maintenant Charbonnier, bon, la thèse qu'il a fait faire à, comment il s'appelle, l'allié, je me souviens plus de son prénom, à l'université de Reims, c'était sur la conscience intuitive extraneuronale. Tout à Hein. fait. Donc là, c'est passé avec les félicitations du jury. Et puis quand j'avais vu Charbonnier un peu après, je lui ai dit, mais c'est quoi la conscience intuitive extraneuronale? C'est quoi la différence avec l'esprit? Il dit, mais il n'y en a pas. Sauf que tu ne peux pas mettre l'esprit, sinon la thèse n'aurait jamais été acceptée. Donc il prend conscience intuitive extraneuronale. Voilà. Il passe par des... Mais le fait qu'il y ait maintenant des dizaines de milliers d'études qui ont été publiées sur le sujet, bon, même si en France, on est peut-être un peu plus bloqué, un peu plus résistant au changement que la moyenne, vous avez des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre. En Angleterre, vous avez le NHS, donc la sécurité sociale anglaise, qui finance des thérapies parallèles parce qu'ils se sont rendus compte que ça fonctionne mieux et in fine, ça coûte moins cher que les thérapies conventionnelles. Hein, donc là, il y a des choses, on parle d'argent, quoi, hein, en montrant que ça fonctionne, quoi, hein, et en plus, les gens sont satisfaits. Et donc, petit à petit, ces barrières tomberont. Ça va encore mettre un peu de temps. Mais bon, après, si le jour où vraiment les Anglais ou les Américains seront partis, ou les Suisses, hein, billes en tête dans ce genre de choses, l'ordre des médecins sera obligé de suivre. On va y arriver, hein, on va y arriver. Vincent? Juste une petite remarque, il va falloir changer le dictionnaire, Charles. C'est-à-dire? Parce que si tu cherches spiritualité dans le dictionnaire, tu auras référence à la religion, en C'est ça, définition de spiritualité. c'est ça. Donc, Les dictionnaires sont faux. Aujourd'hui, les dictionnaires sont faux. ah oui, mais bon, va expliquer ça aux gens, les gens vont ouvrir le dictionnaire, OK, c'est difficile, hein, là. Et la deuxième remarque, c'est il y a autant de définitions de la spiritualité que de personnes. On a tous une vision de ce qui est spirituel à travers ses expériences personnelles. Donc c'est une gageure, hein, de dire, voilà, c'est la spiritualité qu'on met en premier, Il y a beaucoup, la spiritualité, enfin, c'est comme c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Une expérience de mort imminente, c'est essentiellement subjectif, personnel, hein. Par contre, quand la personne dit des choses objectives qu'elle a pu percevoir ici ou là, il y a de l'objectif, hein. Les rêves, pareil, ça peut être subjectif. Mais après, quand vous avez un rêve prémonitoire ou quand vous avez des synchronicités au niveau des rêves, tiens, j'ai rêvé de toi, et puis l'autre, tiens, ben, j'ai rêvé de moi aussi, il s'appelle spontanément le lendemain matin sans s'être concerté la veille. Là aussi, c'est déjà un peu moins subjectif, ça implique plusieurs personnes. La médiumnité, c'est pareil. Dans la médiumnité, il y aura beaucoup de subjectifs, mais de temps en temps, vous trouverez des éléments objectifs, hein. Et ces éléments objectifs, hein, le rêve prémonitoire, ne peut pas être expliqué par le cerveau, hein, c'est pas possible. Il y a bien eu une perception quelque part d'une réalité que nos neurones qui sont enfermés dans notre boîte crânienne ne peuvent pas aller chercher.
Après, vous avez des gens qui disent oui, mais le cerveau, en fait, il a accès à une espèce de. Ben, c'est ce que disent les. Comment on appelle ça? C'est pas les égrégores, c'est les mémoires akashiques ou je ne sais quoi. Ça revient un peu au même, hein. Ça revient à dire, bon, ben, il y a une mémoire qui se fait de tout ce qui existe et il y a certaines personnes qui peuvent accéder là-bas. Donc, et c'est d'ailleurs ce que disent les théosophes, hein. Ils disent, quand vous faites de la médiumnité, vous ne vous connectez pas avec les esprits de vos aïeuls ou des défunts, vous vous connectez avec des. J'oublie chaque fois le mot. C'est pas des larves, enfin, on se connecte avec des espèces d'entités qui seraient des intermédiaires entre la mémoire akashique et nous, hein, et qu'on confondrait avec notre grand-père ou notre grand-mère. En fait, ce sont des théories qui, ok, elles existent, mais elles restreignent quand même énormément le paradigme spiritualiste, hein. Il y a un livre qui est extrêmement intéressant. On parlait de livres tout à l'heure, qui est en fait, au départ, c'était une enquête journalistique. C'est devenu un livre. Alors, il commence à dater un petit peu. C'est dans les années 80. C'est celui de Patrice Van Hersel qui s'appelle La Source Noire. Il est excellent. Et il va parler justement de Raymond Moody, de Rupert Sheldrake, tout ça. Il va rencontrer des médecins. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il rencontre des médecins qui sont contre l'idée que l'esprit puisse exister. Donc, en fait, ils vont expliquer ça par des notions qu'ils ne comprennent pas vraiment pour refuser quelque chose qu'ils n'acceptent pas. Enfin, c'est ça, c'est ça. C'est assez marrant. Et en fait, ce livre, il est toujours quand même d'actualité. Moi, je le conseille beaucoup. Je le conseille. La Source Noire, c'est très agréable à lire en plus. C'est une vraie enquête. J'en avais entendu parler quand j'étais jeune et pas encore spirit, mais je l'avais jamais. Source Noire, hein, tu dis. On le trouve en livre de. Est-ce que la spiritualité, ce ne serait pas répondre à cette question qui est universelle? D'où venons-nous et où allons-nous? Et qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on vient faire ici sur cette terre, quoi? Ces trois questions. C'est la conséquence. Tu vois, là, on est dans le premier pas. Nous avons une âme. Après, les questions suivantes qui viennent naturellement, c'est oui, mais d'où elle vient et où elle va, tu vois? C'est pas la définition du dictionnaire. Voilà. Malheureusement. Et puis, effectivement, les dictionnaires, ou alors il faut changer de mot, hein. Voilà. Mais une des approches que j'aime bien, c'est justement cette intelligence spirituelle qui fait vraiment la différence entre la religion, hein. Mais c'est vrai que dès qu'on parle de spiritualité, c'est trop souvent associé à la religion, et ça, c'est faux. C'est ce que Kardec a révolutionné, entre guillemets, il y a maintenant 170 ans. Il a dit non, la spiritualité, c'est quelque chose qui peut s'observer, qui peut être étudié avec une méthodologie inspirée des méthodologies de la science. Et c'est quelque chose il a pris le meilleur de la science, hein, qui est la méthodologie, en laissant tous ses dogmes, ses œillères et tout de côté. Il a pris le meilleur de la religion, qui sont les enseignements moraux, en laissant là aussi les hiérarchies sacerdotales, les dogmes religieux et autres de côté. Et il a mis ces deux ensemble dans quelque chose de nouveau qui s'appelle le spiritisme. Alors, quand je dis ça, je me dis, ouais, mais, attends, dites-moi si j'ai tort, hein. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Il a vraiment fait quelque chose de nouveau qui, encore aujourd'hui, n'est pas compris. Les gens n'ont pas compris, les ethnologues, les sociologues n'ont pas compris encore cette révolution de Kardec, hein. Mais petit à petit, ils reconnaissent que, voilà, on pensait que ça allait disparaître. Manque de peau, il y a encore 40 millions de spirites dans le monde. Voilà, et le spiritisme est toujours là parce que si c'était quelque chose qui était faux, il aurait disparu depuis longtemps, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Son indépendance, les phénomènes spirituels. Voilà. Alors, éprouvé d'une manière irrécusable, en quelque sorte palpable, par les communications spirites, hein. Donc, vous avez des communications avec des preuves d'identité. Il y en avait à l'époque de Kardec, hein, donc vous les avez dans cette littérature. Et vous avez aussi, plus récemment, les fameuses lettres de Chico Xavier,
hein. On en a publié, on en a publié une quarantaine dans la revue Spirit, hein, depuis à peu près 2010 jusqu'à l'année dernière. Et dans ces lettres, donc Chico, ça se passait dans les années 70, hein, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux où on pouvait faire des recherches sur les personnes pour trouver leurs petits secrets et tout. Non. Et il donnait plein de détails du genre la couleur du chien, le surnom qui était donné, les habitudes du grand-père. C'est vraiment extraordinaire. Et il y a une étude qui a été faite sur ces lettres de Chico Xavier par le frère de Marlène Nobré, hein, qui s'appelait Paolo, ou qui s'appelle, je ne sais pas s'il vit toujours, Paolo Rossi Severino Nobre, et qui montre que ben, voilà, dans cette lettre, il y a 10 éléments objectifs. Et sur les 10 éléments objectifs, les 10 sont vrais. Donc on ne peut plus invoquer le hasard, hein, parce que les voyants que vous voyez commerciaux dans la rue, bon, ils vous disent une chose, ils vous disent des choses, ben, sur une chose qu'ils vous dites, qui a binaire, vous avez une chance sur deux qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. Ils ne vont pas vous donner des noms, ou rarement. Hein. Et donc, à partir du moment où ils ont 50% de probabilité, ben, sur 10 choses qu'ils vont vous dire, il y en a 5 qui seront vraies. Et puis vous direz, punaise, il a trouvé ces 5 choses. Vous voyez, il a vu juste, alors qu'en fait, c'est purement explicable par le hasard. Le gars, avec un peu ses voyants, avec un peu de psychologie, ils y arrivent. Mais faire ce qu'a fait Chico avec des petits détails, la couleur du chien, le surnom et tout, là, c'est impossible. Statistiquement, vous n'arrivez pas à l'expliquer. Hein. Et donc, voilà. Alors, après, on peut toujours dire, oui, c'était peut-être pas l'esprit du défunt, mais c'était l'esprit de quelqu'un qu'il connaissait, bon, peu importe. Chico ne savait pas que ses parents allaient le visiter à Uberaba. Il y avait des milliers de personnes. Il écrivait spontanément un message pour une personne qui ne savait même pas qu'elle allait venir. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Et puis, je peux vous citer le cas de Janet Duncan, je ne sais pas si je l'ai déjà cité, qui vit toujours, hein, elle a elle est en 28, donc 97 ans cette année. Elle habite à Londres et elle habitait à l'époque au Brésil. Et elle n'était pas bien, elle allait voir Chico. Pareil, elle n'a pas prévenu qu'elle venait, elle ne savait pas où elle allait. Quand elle arrive là-bas, elle a vu une queue immense, elle s'est dit « Ouh là là, mais jamais je le verrai. Hein ». Et puis d'un coup, alors Chico, il envoyait des fois, il y avait des gens qui travaillaient avec lui, va me chercher telle personne, va me chercher une personne avec telle caractéristique. Et donc ils ont dit, Madame, Chico vous demande de venir. Et donc elle est allée, alors qu'il ne savait pas qu'elle venait. Hein. Elle est allée, et puis il la regarde comme ça dans les yeux, oui, bonjour, etc. C'est comment votre nom, s'il vous plaît? Alors elle disait, je m'appelle Janet Duncan. Alors il fronce les sourcils, il dit, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Janet Duncan. Alors il dit, oh, écoutez, je suis vraiment désolé, il a dû y avoir une erreur parce que le message que j'ai reçu ici, c'était pour Jean Annette Duncan. Alors elle s'est évanouie, évidemment, parce que c'était son vrai nom. Donc là, vous avez des exemples. Hein, vous pouvez pas c'est pas possible qu'il ait pu inventer ça. Hein. Donc voilà. Et donc par ce genre de choses, on se dit bon ben voilà, là il y a quand même une perception qui dépasse largement le matériel. Vincent? Juste pour te faire une petite remarque Oui. et aller dans le sens opposé, c'est-à-dire que tout ce qu'on croit, des fois, c'est pas rationnel. Il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Oui. Et comment tu veux leur expliquer s'ils sont convaincus que la Terre est plate que oui, et les croyances sont pas rationnelles. C'est bien la Oui. difficulté. Alors ça dépend. Si une croyance après une compréhension, elle est rationnelle, tu vois. Est-ce que tu crois que la Terre et la Lune s'attirent? Oui, parce qu'il y a une force qui est donc G fois M1, M2 divisé par la distance au carré. Hein. Donc après, tu y crois parce que tu l'as compris. Tu vois. Mais après, vous avez effectivement les croyances dogmatiques ou des croyances irrationnelles sur la Terre qui est plate. Alors j'ai vu récemment, il y en a quand même un qui a réussi à s'en sortir. Hein. Donc pour démontrer que la Terre est plate, il a voyagé jusqu'en Antarctique.
Et il s'est rendu compte, manque de peau, je ne suis pas arrivé au bord de la plaque. Hein. Et il est arrivé à la conclusion que, oui, la Terre, elle est pas plate, elle est ronde. Hein. Et après, quand on regarde toutes les planètes autour de la Terre, elles sont toutes rondes. Pourquoi la Terre, elle serait plate, quoi? Bon, voilà. Mais après, ça, il faut laisser les gens qui ont ce genre de croyances. C'est pas la peine tu les contraries, tu vois. Tu perds ton temps. Hein, tu leur dis, non, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Et puis après, ça ne sert à rien d'insister. Parce qu'une croyance ne s'impose pas. Hein. C'est la personne qui, par son cheminement, finira par se rendre compte de son erreur. Il ne faut pas chercher à les contrarier. Le scientifique qui est purement matérialiste, le médecin qui fait bien son boulot en étant purement matérialiste, laisse-le faire bien son boulot. Il ne faut surtout pas le déranger. Hein. Alors que nous, ce qu'on démontre là, on enseigne en disant, voilà, regardez, il y a tous ces phénomènes-là. Quand vous allez d'ailleurs dans le manifeste pour une science post-matérialiste, hein, je vous en ai aussi déjà parlé, vous verrez qu'il cite différents phénomènes qui prouvent qu'il n'y a pas que la matière, qu'il y a effectivement autre chose que la matière. Donc en gros, l'âme. Hein. Et puis, parmi ces choses, vous avez ce que je suis en train de vous citer ici, la médiumnité, les expériences de mort imminente et le troisième, je ne me rappelle plus ce que c'est. Enfin, c'est les grands phénomènes qui suggèrent, et avec ça, ils disent aux scientifiques, on ne peut pas fermer les yeux vis-à-vis de ça. En tant que scientifique, on est bien obligé les choses, la nature telle qu'elle est, hein, sans a priori, et que donc maintenant, il est temps qu'on se défasse de ce dogme matérialiste. Voilà. Alors, pour les communications spirites, son individualité est démontrée par le caractère et les aptitudes propres à chacun. Voilà, ces qualités, distinguant les âmes les unes des autres, constituent leur personnalité. Donc, on voit bien, on reconnaît la personnalité dans la communication du défunt, même si le médium interfère un peu, hein, ça c'est sûr. Outre ces preuves d'intelligence, il y a encore les preuves matérielles des manifestations visuelles ou apparitions. Donc, les fantômes, hein, les châteaux, ou même les preuves matérielles, les maisons hantées. On ne trouve pas de cause, voilà, c'est causé par quoi? Hein. Et puis souvent, la famille Fox, ils ont commencé à dialoguer avec le phénomène, hein, en disant, je suis Charles Rosna, j'étais un colporteur, j'ai été assassiné dans cette maison. Hein. Donc, tout ça, ce sont vous ne pouvez pas l'expliquer, ou difficilement l'expliquer, quand vous prenez tous les phénomènes. Autant pour chaque phénomène, vous pouvez donner une autre explication, autant tous les phénomènes, la seule explication qui vraiment colle à tous, c'est le fait que l'âme survit et elle conserve son individualité. Hein. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, devant toute cette phénoménologie, on ne peut pas les révoquer en doute, quoi. Après, vous avez aussi les matérialisations, donc même si c'est plus rare et si aujourd'hui, on pense que ça a disparu, mais ça existe encore dans la confidentialité, euh, ont aussi apporté des preuves, mais qui ont été démolies par ceux qui ne voulaient pas y croire, en disant, non, ils ont fraudé, ils ont triché, ils ont ci, ils ont ça, c'était dans le noir. Aujourd'hui, on a des moyens, même dans le noir, avec des lunettes infrarouges, on arrive à voir comme en plein jour, quoi. Donc, on arrive à résoudre tous ces problèmes qu'ils n'arrivaient pas à résoudre dans le temps. Mais bon, le blocage est encore tellement fort que, écoutez, il y a eu des émissions sur Radio Lotus de Jean-Marie Le Gall. Et notamment, il y en avait une le 7. Le 7, c'était quand? C'était avant-hier. Avec Jean-Pierre Girard, avec d'autres médiums à effet physique. Et tous, ils disent, alors, tiens, est-ce que tu veux pas participer à un groupe qui fait des expériences? Ah non, 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 moi j'ai déjà assez donné, quoi. Ils ont tellement souffert dans ces expériences que ils veulent plus y retourner, quoi. Hein. Et donc là encore, on voit les scientifiques, ils procèdent pas comme ils devraient, quoi. C'est-à-dire observer le phénomène tel qu'il est, quoi, et non pas tel qu'ils voudraient le voir en cherchant à imposer leurs conditions. Magali? Oui, je me posais la question et vous avez répondu avant que j'ai le temps de la poser, mais Ah, c'est vrai désolé. qu'on n'entend plus trop de témoignages après, je ne sais pas tout et je suis pas une personne qui va beaucoup chercher sur Internet, mais il me semble qu'il y a effectivement beaucoup moins de manifestations de fantômes, de matérialisation de nos jours par rapport à avant.
Il y a une raison à ça par rapport aux esprits et leur volonté peut-être de plus agir de cette façon-là? Il y en a toujours, hein. Il y en a même qui en font du tourisme, hein. Il suffit que vous Ah alliez, ouais? par exemple, au château de Fougeray. C'est où ça? En France? Ouais, je ne sais plus trop où c'est exactement, mais en France, oui. Il y a un château, le château de Fougeray, qui est connu pour être hanté. Et puis donc les propriétaires du château organisent des séances, hein. Donc évidemment, c'est commercial, quoi, c'est du Ah ouais. tourisme. Mais vous pouvez aller voir. Et puis après, bon, bah, ils organisent des séances de table. Vous avez le droit d'aller la nuit avec vos caméras, vos trucs, pour voir les apparitions, les fantômes. Regardez un peu en faisant des recherches, vous verrez que ben, il y a plein de gens qui en reviennent convaincus, hein. D'autres, évidemment, en reviennent tout aussi sceptiques qu'avant, hein. Oui, d'accord. Moi, je vous la première fois bon, quand j'ai connu le spiritisme au Brésil, je suis revenu en France 5-6 ans plus tard. Et donc, les premiers spirites que j'ai trouvés en France, ils faisaient tourner des tables. Je n'avais jamais vu, hein, mais bon, le fait de voir une table tourner, bouger, et bon, j'ai bien pu observer, hein, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de ficelle, pas de levier, pas de piston, qu'ils n'avaient pas de colle sous les mains, il n'y avait pas de triche, quoi, hein, c'est facile à voir. La table, effectivement, bougeait, hein, voilà. Et à un moment donné, je leur dis, mais parce que c'est eux qui m'avaient appelé, mais pourquoi vous m'avez appelé? Ouais, ben parce que les communications qu'on reçoit sont assez banales, on voudrait bien des communications un peu mieux. Alors je leur dis: «Ben oui, mais forcément en utilisant une table, ça va jamais aller très, très loin, quoi, hein. Il vaudrait mieux essayer la psychographie, enfin des moyens un peu plus simples, un peu moins énergivores, hein». Et ils avaient essayé, mais ça marchait évidemment pas du premier coup, hein, et donc alors que la table, elle marchait, quoi. Donc ils ont continué pendant un certain temps avec la table. Et après, bon, une fois que je leur avais donné ce conseil, quand moi je m'asseyais à la table, elle fonctionnait plus. Tu vois, j'étais écroulé quand je voyais ça. Mais il fallait que je me mette dans un coin de la salle avec d'autres personnes autour de la table, et là, ça fonctionnait. Et puis j'avais remarqué aussi que ben, quand une des personnes était là, ça fonctionnait. Quand elle n'était pas là, ça fonctionnait pas. J'ai dit, ben, vous voyez, c'est elle, le médium à effet physique. Et bizarrement, cette personne-là, après les séances, elle était constamment fatiguée, hein. Ah, ben, vous voyez, c'est pas lié au hasard, hein. Et un jour, il y a une personne qui dit: «Ouais, moi j'y crois pas, c'est pas possible, et cetera». Alors j'ai appelé mon collègue, j'ai dit: «Eh, dis, il y a une personne, qui voudrait bien voir». «Ah ouais, amène-la, pas de problème». Et donc elle est allée, et moi j'étais là-bas, évidemment, je me suis mis dans un coin, hein, et donc la table: «Oui, esprit, es-tu là?» Boum, boum. «Oui, je suis là», quoi, 1-2 réponses, 2 pour oui, 1 pour non. Ensuite, aujourd'hui, nous avons un tel autour de la table, dirige-toi vers un tel, et la table qui commence à se riper, c'est bien, reviens au centre. Suivant, suivant. Puis maintenant, on a une nouvelle personne qui s'appelle une telle, dirige-toi vers cette personne. Et la table, elle commence à y aller. C'est bon, reviens au centre. Mais la table, elle n'a pas obéi, elle a continué à aller vers cette personne. Elle a commencé à se basculer. Il y a les pieds de la table qui se sont enroulés autour des pieds de la chaise de cette personne. Moi, j'étais écroulé dans mon coin, avec même des petites larmes aux yeux, en me disant, mais c'est quand même incroyable ce que les esprits sont prêts à faire pour essayer de convaincre une personne, quoi. Résultat des courses, ah non, non, ils ont poussé la table, ils ont tiré, ils ont ci, ils ont ça. Bon, voilà, patience, hein. C'est les phénomènes une personne qui veut pas être convaincue, c'est pas la peine d'insister. Mais il y en a, hein, effectivement. Puis quand j'en ai parlé à ma tante, elle me dit: «Mais on faisait aussi ça avec ma mère, avec ma grand-mère». Voyez? Ça se pratique beaucoup plus qu'on ne moi, dans le quartier, alors les gens me repèrent un peu sur internet, hein, puisque je me cache pas, mais il y a des gens qui m'ont déjà repéré en me disant: «Ah ben ouais, bah, nous aussi on fait du spiritisme». «Ah bon? Et comment vous faites ce?» Pareil avec des verres, avec des Ouija, avec des machins. Si il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, hein. Et pour ce qui est des phénomènes de matérialisation, donc là, je vous conseille de lire, si vous avez la patience, hein, la saga de l'ectoplasme, hein, de Michel Granger. Donc lui, il a passé sa vie, il a consacré sa vie à étudier tout ce qui... Alors il n'est pas spirit, hein, il est chimiste, tout ce qui concerne l'ectoplasme, et donc il en parle. Il est en train, on a déjà publié 2 tomes de 1000 pages chacun, et il est en train de finir le 3e tome de 1000 pages.
Et alors c'est surtout, je pense, dans le 2e tome et même dans le 3e qu'il explique que en fait, lui, il se posait la question pourquoi depuis l'après-guerre il n'y a plus beaucoup de ce genre de phénomène. Et donc il a contacté un médium qu'il connaissait en Angleterre, qu'il a invité à venir. Donc il est allé le voir. Et là-bas, il a vu lui-même des phénomènes de matérialisation. Donc, ça existe toujours aujourd'hui. Mais ces médiums-là préfèrent le faire en petit cercle, en petit comité. Quand vous lisez des livres écrits par des spiritualistes anglais, vous verrez que ces phénomènes sont encore très, très courants, beaucoup plus qu'on ne le pense. Par contre, ils ne veulent pas se faire fouiller les parties intimes, prendre des vomitifs, enfin, toutes ces horreurs que leur font faire les scientifiques pour être 100% sûrs qu'ils ne trichent pas. Il n'y en a plus aucun qui veut se soumettre à ça, quoi. Hein. Voilà. Franck? Oui, concernant les phénomènes physiques, enfin, moi je pense en fait que devenir véritablement spirit, c'est d'abord adopter et vivre et appliquer une philosophie, une moralité telle qu'elle a été définie par Kardec et puis ses successeurs. Et Kardec met bien en garde dans le livre des médiums, la vraie médiumnité, c'est quelque chose de rare. Les phénomènes physiques en soi, bon, c'est comme Jésus avec ses miracles. Hein. Jésus faisait des miracles, c'est pas pour ça qu'on le croyait. Hein. Donc, les Juifs ont continué à le renier jusqu'à aujourd'hui. Donc tous ces phénomènes, c'est bien, mais enfin moi je sais que c'est pas que ça ne m'intéresse plus, mais parce que j'en ai fait, alors pas forcément dans le Ouija, mais en TCI, j'ai eu des résultats extraordinaires avec ça, mais bon c'est tout quoi, voilà c'est bon. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la philosophie, et puis oui, c'est juste d'essayer de devenir quelqu'un de bien quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec, voilà. Et donc Exactement. ça, ce sont, si tu veux, là, tu es déjà dans les conséquences. Hein. Donc, c'est pour ça que le cours, bon, on commence par le commencement, hein, on commence par l'introduction, par Dieu, par l'âme, hein, et ensuite on arrive à toutes les conséquences. Oui, on a une âme. Maintenant, d'où elle vient, où elle va, réincarnation, communicabilité et conséquences éthiques et morales. Ok, l'âme existe, elle survit après la mort, mais qu'est-ce que j'en tire comme conséquence, hein? Et là, on a donc tout le cheminement de la philosophie spirit. Comment ça a commencé et puis qu'est-ce qu'on en tire derrière, qu'est-ce qu'on fait avec, quoi. Hein. Alors, j'ai réussi à vous trouver quelque chose qu'il faut lire, que je vous conseille de lire. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Donc, vous allez sur Inexploré. Ils ont traduit en français le manifeste pour une science post-matérialiste. Donc, c'est quelque chose qui est sorti il y a une quinzaine d'années. Et donc, là, vous voyez, c'est de 2015, donc il y a une dizaine d'années, où vous avez la traduction en français de ce manifeste. Et là, vous voyez, ils font tout un argumentaire en 10, 12, 14, 16, 17, 18, en 18 points, hein, pour dire il est temps maintenant de changer de paradigme. Il est temps d'enlever ses œillères. Hein. Et donc, là, ils vous mettent A, B, C, D, E, F. Non, c'est pas. En fait, c'est pas dans celui-là où ils donnent. Ils citent un certain nombre de phénomènes. Là, ils citent la médiumnité. Ils citent les expériences de mort imminente. Ils citent aussi tout l'historique. Hein, ils citent aussi les aspects philosophiques de la méthodologie scientifique qui devraient nous pousser à ouvrir, à changer ce paradigme, quoi, à enlever ces blocages. Voilà. Vous pouvez remontrer le titre, s'il vous plaît? Manifeste pour une science post-matérialiste. Je vais vous le CTRL-C, je vais vous le mettre dans la conversation. Hop, ah, c'est voilà. Super. Donc, ça commence à bouger, mais il faudra probablement encore un peu de temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore? Est-ce que vous êtes convaincu d'avoir une âme? Oui, pardon. Parce que après, on a d'autres arguments qui sont d'ordre philosophique.
hein, que cite beaucoup d'ailleurs, où est-ce qu'il est? Il est pas loin là, il est là, hop, Philippe Guillemot, hein. Lui, il dit, moi je le vois à l'envers, j'espère que vous le voyez à l'endroit. C'est le grand virage de l'humanité. Il l'a écrit après, pendant le Covid, ce livre. Vous pouvez Et redonner donc, le titre, s'il vous plaît? alors, le grand virage de l'humanité. Merci. Et donc, là, il dit que ben, ce concept matérialiste et déterministe, il est quand même incroyablement réducteur. Vous vous rendez compte? D'après ce paradigme matérialiste, hein, que la conscience est le produit du cerveau, donc qu'est-ce que c'est que Charles? Charles, c'est le résultat des réactions biochimiques qui se produisent dans le cerveau de Charles et qui, selon la science, sont parfaitement déterministes, c'est-à-dire que si ils font une cartographie des cellules et des neurones du cerveau de Charles, ils arrivent à déterminer comment le système va évoluer. Ça veut dire que, en gros, je suis une machine. Ça veut dire en gros que je n'ai pas de libre arbitre. Ça veut dire en gros que je ne suis pas responsable de ce que je suis ou de ce que je fais. C'est mon cerveau qui est comme ça. Hein, j'assassine une personne, c'est pas ma faute, c'est la faute à mon cerveau. Voyez, c'est une machine qui fonctionne pas bien. Bon bah hop, on prend la machine, on la met dans une prison ou à la casse. C'est quand même incroyable de rester dans un. Non, je suis libre. Hein, je fais ce que je veux. Je crois ce que je veux. J'y vais pas. J'ai des perceptions. Il y a alors comment il appelle ça? L'expérience de Libet, l'expérience de Libet que cite aussi Guillemot, parce que j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps que Dominique m'a envoyée. Et cette expérience de Libet prouve qu'il y a un laps de temps entre la volonté et la réaction de cette volonté dans le cerveau, et aussi entre une perception et le temps, donc la réaction, l'analyse de cette perception et la réponse à cette perception, voyez? Donc, qui prouve bien que, bon, ben, on voit bien quand ça arrive au cerveau, mais après, il y a quelque chose qui se passe et qui revient et qui, c'est pas instantané. Le cerveau ne réagit pas instantanément, hein. Donc, c'est encore une autre expérience qui tend à prouver qu'il y a bien autre chose. Et je peux vous mettre aussi pardon? L'interview de Guillemot, là, je l'ai mise dans la conversation en première. Celle que Dominique a envoyée? Oui, tout à fait. Ah ben voilà, donc j'allais effectivement. Merci Christiane. De Et rien. donc, alors c'est un peu, il faut s'accrocher, hein, faut bien être solidement calé dans sa chaise, parce que Guillemot, en fait, son cerveau, il fonctionne plus vite que sa parole. Donc, des fois, il commence des phrases, mais il les finit pas, il passe déjà à autre chose. Voyez? Mais bon, quand on connaît un peu, on arrive. Donc, lui parle de cette expérience de Libet. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après, il parle aussi de l'expérience du billard, hein, parce qu'il parle beaucoup de mécanique quantique. Alors, la mécanique quantique, bon, c'est très complexe, je pense que j'en ai parlé un petit peu la dernière fois, hein. L'électron, un électron qui passe par les deux fentes à la fois, hein, jusqu'au moment où on observe, et quand on observe, il ne passe plus que par une seule fente. Et puis les raies d'interférence qu'il y a derrière disparaissent, quoi. L'influence de l'observateur, etc. Et donc la mécanique quantique dit que il n'y a pas une réalité, il y a plusieurs réalités possibles. Et au moment où on observe, de toutes ces réalités possibles, il y en a une qui devient réelle, hein. C'est donc l'effondrement quantique. Ils ont beaucoup de mal à interpréter tout ça, et Guillemot, il en parle beaucoup, hein. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ce sont des choses qui se passent évidemment au niveau microscopique, au niveau d'un électron, d'une particule. Mais Guillemot, il dit non, ça se produit aussi au niveau macroscopique, à notre niveau, hein. Et apparemment, il a fait une thèse ou une publication qui a été acceptée sur le billard. Et il démontre que quand vous tapez sur une boule de billard qui va commencer à cogner d'autres boules et puis les bords du billard et tout ça, au bout de quelques rebonds, ça devient impossible à calculer.
même le meilleur mathématicien avec toutes les données qui sont disponibles, il n'arrivera pas à calculer ce qui se passe. Pourquoi? Parce que au bout de 4 ou 5 rebonds, la précision qui est nécessaire au niveau des données, elle est supérieure ou plutôt inférieure à la constante de Planck, c'est-à-dire le plus petit quantum qu'on puisse imaginer. Et donc, il démontre que, alors c'est vrai dans la boule de billard, c'est vrai certainement aussi au niveau des phénomènes météorologiques, qu'on arrive à calculer, à prévoir jusqu'à une semaine, mais après on n'y arrive plus. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça au niveau macroscopique dont le comportement, on n'arrive pas, les calculs ne sont pas possibles justement parce qu'il manque des données, ou les données ne sont pas assez précises. Et c'est là où il parle aussi dans cette conférence du phénomène de la vie. Donc ça, c'est encore une autre preuve de l'existence de l'âme, embryogénèse. Vous avez les cellules qui sont une première cellule, l'ovule fécondé, cellule souche qui se multiplie, puis d'un coup, hop, la multiplication se développe en 3 dimensions pour faire la tête, les jambes, les bras, les doigts, aussi au niveau fonctionnel pour faire la peau, les os, les reins, les organes. Où il est le moule pour faire tout ça? Alors on va vous dire, ouais, c'est l'influence de la mère. Ben oui, mais la mère, c'est une fille. Et puis le bébé, parfois, ça peut être un garçon. Et puis la mère, elle a son ADN, et puis le bébé, il a un ADN qui est différent. Donc non. Et là, Guillemont, il dit, il y a de l'information qui vient du vide. Et dans cette vidéo, à un moment donné, c'est très court, il faut vraiment le saisir au vol, il dit, le vide, qu'est-ce que c'est que le vide? C'est tout ce qui n'est pas matériel. Donc ce qui est spirituel, c'est le vide. Donc il le dit. Et voilà. Donc petit à petit, ils y arrivent. Il y arrive. Alors c'est sûr, il va vite. Il va parfois même un peu trop loin. Il y a des choses que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Mais bon, ce sont des démarches qui, à mon sens, sont vraiment très encourageantes et qui vont aussi dans le sens de l'existence de l'âme. Donc, vous voyez, les preuves, on en a vraiment une foison aujourd'hui, et donc le paradigme va tomber. Parce que après, qu'est-ce qu'on en fait, dont parlait Franck. Si vous faites comprendre au président russe actuel, alors je ne sais pas si ce sera possible, qu'il a une âme, que son âme va survivre après la mort, il n'emmènera pas un seul, et au président américain, qu'il n'emmènera pas un seul centime dans sa tombe, est-ce que vous croyez qu'ils vont continuer à agir et à penser comme ils sont, si vraiment on arrive à leur faire comprendre? Voyez? Donc la conséquence de cette existence de l'âme, elle est immense. Qu'est-ce qui est important en nous? Est-ce que c'est ce qu'on va rendre à la nature au bout de quelques décennies? Ou est-ce que c'est ce que justement on va garder et ce qui va survivre en conservant notre personnalité? Est-ce que le plus important, c'est le temporaire, ou est-ce que c'est le définitif, c'est ce qu'on garde? Donc, vous voyez, le fait, si on arrivait à vraiment faire de sorte que l'humanité se spiritualise, il y a énormément de problèmes de violence, de guerre, d'égoïsme, de jalousie et tout ça qui vont s'estomper, voire disparaître au bout d'un certain temps. On a ici la clé de la solution pour un monde meilleur. Ça va loin. Donc, voilà. Est-ce que vous avez encore des questions, des commentaires? Charles, je fais 30 secondes de pub pour un ouvrage dont tu as parlé. C'est la saga de l'ectoplasme. Ah oui. C'est vrai que c'est 2 pavés, mais c'est vraiment passionnant, quoi. Et je suis tombé entre les mains de Jean-Pierre Pipineau. Alors, il m'a convaincu. Et c'est vrai qu'il y a un 3e tome qui va sortir? Oui. J'en ai déjà lu un tiers à peu près. Il me le fait relire chaque fois. Mais bon, il prévoit de le sortir cette année, mais là, ça fait un petit moment que j'ai plus eu de nouvelles, donc je vais le recontacter pour voir où il en est. Donc, j'ai déjà relu des parties. En fait, il est beaucoup plus dans le contemporain, les phénomènes qu'il y a eu au Brésil avec Chico Xavier, etc.,
qui était quand même un peu, selon lui, il les critique pas mal, hein, parce que il y avait très peu de rigueur scientifique derrière, évidemment, puis c'était des gens, des copains qui se rencontraient, ils avaient un appareil photo, ils prenaient des photos, enfin voilà, c'était pas Crookes, quoi. Mais bon, voilà, ce sont quand même des phénomènes contemporains qui ressemblent beaucoup aux anciens, etc., quoi. C'est une histoire passionnante, William Crook avec Cathy King. Il en a subi, hein, quand il nous montre aussi toutes les critiques, il a été traîné dans la boue à cause de ça. Et puis encore aujourd'hui, vous avez des gens qui disent sur Crookes ou Richet, dès qu'un scientifique comme ça, un prix Nobel comme Richet, Crookes n'était pas prix Nobel, hein, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là, le prix Nobel n'existait pas encore à l'époque. Dès qu'un scientifique s'intéresse à quelque chose qui sort de son domaine de spécialité, il dit n'importe quoi. Donc voilà ce que les scientifiques disent pour démolir les gens qui ont eu l'honnêteté d'avoir de la transparence et puis de regarder les choses comme il faut. Mais bon, ça passera, ça passera. Il ne faut pas s'arrêter à ça, hein. Michel? Il y a eu aussi Alexis Carrel, qui était médecin Ouais. en France et qui a été le témoin d'un miracle à Lourdes. C'était quelqu'un qui n'avait pas une croyance particulière ou spécifique, mais il a été le témoin de Ouais. ce miracle. Et il n'en a jamais parlé. Il est parti aux États-Unis. Il a été prix Nobel de médecine. Et il est revenu. Il en a parlé uniquement à sa retraite, quoi. Et il a fait un livre, je crois, là-dessus, hein, même. Oui, les livres d'Alexis Carrel sont connus, mais ils datent aussi à peu près des années 60. Mais tout ça, c'était en fait c'est des ancien, oui. précurseurs. Hein. Mm. Là, de temps en temps, tu en as un comme ça. Alors, c'est le vilain petit canard, considéré comme le vilain petit canard par ses confrères, mais qui osait dénoncer en fait le paradigme. Mais même dans le domaine religieux, moi, je me rappelle de quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'est le père François Brune. Oui, Il s'est fait éjecter de l'Église, quoi, parce qu'il a osé s'intéresser à la au phénomène, TCI. Hein. à la TCI. Et j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois. C'était quelqu'un qui était vraiment qui vraiment incarnait ce que la religion devrait incarner, justement. Et il s'est fait traîner dans la boue. Enfin, Alors, d'autres disent que c'était le sous-marin de l'Église. Mais bon, il a toujours été très honnête. Hein. Je l'ai rencontré aussi une fois. Il y avait une rencontre de la TCI, justement, avec l'IFRES. Tu dois connaître. Hein, on avait fait une rencontre sur une péniche au canal Saint-Martin à Paris. Et le père Brune était là. Donc, c'est là où je l'avais vu. C'était, alors, je ne peux plus te dire, c'était peut-être encore dans les années 90, tu vois. Donc, ça date pas D'ailleurs, d'hier. il a, entre guillemets, défroqué, puisqu'il est passé du côté orthodoxe. 1 an avant son décès, d'ailleurs. Ah oui, c'est bizarre parce que les orthodoxes sont peut-être encore un peu plus orthodoxes, comme le nom l'indique, quoi. En fait, c'était dans sa théologie, il était prêtre, enfin, pour lui, intérieurement, il était toujours prêtre, même s'il ne cautionnait plus du tout l'Église catholique romaine, mais sa théologie, enfin, sa vision théologique se rapprochait plus de l'orthodoxie. D'accord. Pareil, donc les livres qu'il a écrits, notamment sur la TCI, transcommunication instrumentale, alors c'est encore une autre catégorie de preuves. Hein. J'ai vu quelqu'un qui a mis le livre ou qui a commenté le livre, Daniel, je sais pourquoi. Ben, c'est de Joël Lurie, de l'IFRES. Hein, vous allez sur ifres.org. Vous pouvez d'ailleurs participer à leurs expériences de transcommunication instrumentale en direct sur Internet. Hein. Voilà. Daniel, je sais pourquoi, hein, c'est ça. Voilà. Et donc, Joël, il est entre autres médium de psychographie et il a, je crois qu'il y a ce livre, je ne sais pas s'il y en a eu, je pense qu'il y en a eu un autre avant, où il y a les messages de l'esprit Jean qu'il avait écrit. Et lui aussi, quand il vous raconte comment ça a commencé chez lui, c'est impressionnant. Hein, ils étaient jeunes, ils s'amusaient avec des tables. Et la table, elle lévitait, en fait, ils étaient dans une pièce, la table, elle commençait à léviter, elle partait, elle sortait par la porte, elle longeait le couloir et il courait après la table.
C'était voilà, et c'est comme ça qu'il a commencé. Et puis la TCI, vous verrez, ils font des expériences assez intéressantes. Donc bon, c'est vrai que les images c'est toujours un peu, il y en a qui les démolissent en disant c'est de la pareidolie. La pareidolie, c'est vous regardez les nuages, les enfants vont reconnaître un éléphant, une girafe. Le cerveau, en fait, donne un sens, a toujours tendance à donner un sens à des choses qui n'en ont pas forcément. Et donc, quand ils ont des images, on voit un visage, il dit ben oui, mais c'est de la pareidolie. Il n'y a pas vraiment de visage sur votre photo. Mais après, ils prennent plusieurs canaux en parallèle, c'est-à-dire il y a un canal vidéo, il y a un canal audio, et puis bizarrement, il y a une synchronicité, c'est-à-dire quand l'image apparaît, il y a aussi un son qui a été enregistré. Donc là, c'est plus difficile à démolir avec la pareidolie. Bon, ils font, alors ça doit coûter assez cher ce qu'ils font, hein, parce qu'ils ont des lasers. Je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés à l'holographie, mais ils voulaient faire de l'holographie. Et là, récemment, ce que j'ai vu, ce qu'ils faisaient, c'est ils font justement des fumées, hein, et donc avec l'éclairage, ils arrivent aussi à capter, non plus seulement uniquement avec des écrans de télévision ou avec des systèmes de son, ils arrivent aussi à capter des images au travers de cette fumée. Alors ça a un nom, mais le nom m'échappe, je ne m'en rappelle plus. Intéressant, allez voir, ça vaut la peine. Magali? Oui, Franck, pardon. Vas-y. Pardon, je voulais juste intervenir. L'IFRED, je me suis vraiment intéressée à ce qu'il faisait parce que voilà, j'ai lu le livre Daniel, je sais pourquoi, que j'ai trouvé vraiment très, très enrichissant. Et je voulais aller, moi je suis lyonnaise, je voulais aller à Paris pour assister à une des séances de TCI. Et en fait, je dois vous avouer que j'ai été très étonnée du fait que donc ils font payer les séances une 30aine d'euros par personne, chose que je comprends étant donné qu'ils ont beaucoup de matériel et qui me semble cohérent. Donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, le matin, en fait, le dimanche matin, donc la séance de TCI est l'après-midi et le matin, c'est des séances de médiumnité et ils font également payer 30 euros pour la séance de médiumité. Et j'avoue que ça m'a vraiment refroidi et que du coup, j'ai pas voulu aller, j'ai pas voulu y aller en fait à cause de ça parce que je me suis questionnée. Donc, je sais pas si vous avez des explications par rapport à ça, mais j'ai pas trop compris la démarche de faire payer pour avoir assisté à une séance de médiumnité, quoi. Si vous voulez, personne n'est parfait, hein. Alors eux qui fassent payer, moi je me souviens, bon, ça fait un moment que je ne suis pas allé les visiter non plus. Mais la dernière fois que je suis allé les visiter, bon, ils avaient quand même des appareils qui coûtaient des dizaines de milliers d'euros, quoi. Oui, oui. Et en plus, il faut un local pour ça, hein. Et donc, c'était dans l'appartement d'un gars qui, il fallait qu'il y ait une chambre grande qui serve qu'à ça. Donc, il fallait qu'il loue un appartement avec une chambre en plus et tout. Enfin, ils ont vraiment, au niveau du budget, c'est ric-rac, hein. Alors, j'en mets pas. Joël, ça a toujours été quelqu'un d'honnête, hein. Il n'a jamais mis d'argent dans sa poche. Au contraire, ils prennent de l'argent de leur poche pour boucher les trous et puis pour payer les choses. Voyez. Donc, moi, je considère, enfin, à leur décharge, hein, que s'ils demandent des sous, c'est plus pour financer les coûts de leurs expériences et pas pour se les mettre personnellement dans la poche, hein. Donc, je pense qu'on peut quand même y voir là un peu de désintéressement. Et pourquoi est-ce qu'ils font payer aussi la séance de médiumnité? Voilà. C'est parce que de faire payer que la séance de TCI, ça ne suffit Ça pas. suffit pas, ouais. Voilà, il doit y Oui, avoir une raison. Mais il faut leur poser la question, hein, c'est ils ce vous que répondront. c'est ce que je me suis dit, mais effectivement, j'ai un peu fait marche arrière, donc je vais cheminer et peut-être que j'assisterai plus tard. Posez-leur la question, demandez à C'est Joël, vrai. il vous répondra, hein. Merci. Voilà. Voilà, écoutez, oups, j'ai de nouveau abusé de vous, là, on a dépassé d'une demi-heure. Écoutez, je vous remercie infiniment. On va remercier aussi tous les bons esprits qui étaient là pour nous faire comprendre ces choses, nous faire découvrir notre âme si on ne l'avait pas déjà découvert. Et ça, comme on l'a bien expliqué, nous mettra sur la route pour découvrir aussi toutes les puissances de cette âme et toutes les clés qui se trouvent dans la spiritualité et qui vont nous permettre de mettre l'accent sur qu'est-ce qui est vraiment important en nous et sur ce sur quoi on doit travailler le plus
si on veut avancer sur le chemin évolutif et vers le bonheur. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche, une excellente semaine. On se reverra avec plaisir dimanche prochain. Cet après-midi, hein, Christiane, pour venir chez Dominique. Et puis, voilà. Merci à tous. Et puis, alors, juste avant que vous partiez, je vous ai mis l'expérience de transtechnique de l'IFRES, justement, dans la conversation. Comment ils appellent? Ah, transtechnique, oui, d'accord. D'accord. J'irai voir parce que ça fait un moment, je le connais, Joël. Je vais prendre contact avec lui parce que je pense qu'il voudra aussi peut-être témoigner sur Radio Lotus comme Jean-Marie Le Gall. Et parce que bon, voilà, ça fait, je les ai vus au début des années 90, il faisait déjà ces recherches-là. Et c'est vraiment des gens qui font beaucoup d'efforts. Voilà. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous, merci. Merci, obrigada. De rien, Gio, merci à toi. Merci. Au revoir. Charles, Merci. J'ai besoin de 5 minutes. Si tu peux m'appeler, ça va? Oui, d'accord, pas de souci. Merci. Merci à tous. Hein?